Salut tout le monde, le cours d'aujourd'hui c'est la fonction distribuée. Grand 1, introduction. Un préactionneur fait partie de la chaîne d'énergie. On rappelle, la chaîne d'énergie c'est alimenter, distribuer, convertir et transmettre. Le préactionneur a pour fonction de distribuer une énergie forte adapté à l'actionneur en fonction de la commande venant de la partie commande. Pour la partie commande, on utilise en général des automates programmables, API. Pour l'exemple suivant, on a la partie commande CPC. Le préactionneur, il est en vert. Il est chargé de distribuer une énergie forte qu'il a reçue d'une source d'énergie. Lorsqu'il reçoit un ordre venant de la partie commande, il laisse passer l'énergie. Donc, l'actionneur et l'effecteur sont en mouvement. L'actionneur et l'effecteur, c'est moteur plus hélice. Pour notre cours, on s'intéresse surtout aux énergies électriques et pneumatiques qui sont le plus souvent utilisées. Pour mieux comprendre la fonction d'un préactionneur, on utilise l'axiogramme SA dt à moins 0. Donc la fonction d'un distributeur, c'est distribuer l'énergie lorsqu'il reçoit un ordre de la partie commande. Cette énergie disponible, elle peut être pneumatique ou électrique. Et la matière d'œuvre de sortie, c'est une énergie distribuée. Pour distribuer l'énergie électrique, on peut utiliser les contacteurs. Et pour l'énergie pneumatique, les distributeurs. En général, pour distribuer l'énergie, on a deux possibilités. Soit une distribution tort, c'est-à-dire tout ou rien. La source de l'énergie est alors mise directement en relation avec l'actionneur. Ou distribution par modulation d'énergie. Dans ce cas, l'actionneur reçoit de l'énergie de façon graduelle. Par exemple, les variateurs et les hacheurs. Grand 2, préactionneur tort, c'est-à-dire tout ou rien. Dans les préactionneurs tort, la partie commande est une information logique, soit présente, soit non. 2.1. Préactionneur monostable. Un préactionneur monostable est actif si seulement l'ordre de commande est présent. Exemple, préactionneur monostable normalement ouvert. On a deux temps T1 et T2. Le premier temps T1, l'ordre est présent, le préactionneur est actif, il laisse passer l'énergie. Le deuxième temps T2, l'ordre cesse, le préactionneur est au repos, il ne laisse plus passer l'énergie. On passe au préactionneur monostable, normalement fermé. On a aussi deux temps. Le premier temps T1, l'ordre est présent, le préactionneur est actif, mais il ne laisse pas passer l'énergie. Le deuxième temps T2, l'ordre cesse, le préactionneur est au repos, mais il laisse passer l'énergie. Maintenant, on passe au préactionneur bistable. Un préactionneur bistable a deux états stables. Il reste dans l'état qui lui impose un ordre de la partie commande. Exemple, le premier temps T0, pas d'ordre, donc le préactionneur il reste au repos. Le deuxième temps, T1, l'ordre est présent, le préactionneur change d'état, donc le préactionneur est actif. Le troisième temps, T2, l'ordre 1 a cessé. Le préactionneur reste dans l'état pris à T1, c'est-à-dire l'état précédent, c'est-à-dire le temps 2.
Le quatrième temps T3, le préactionneur change d'état à l'apparition de l'ordre 2. Donc le préactionneur est au repos. Grand 3, préactionneur pneumatique. Les distributeurs ou préactionneurs pneumatiques sont des dispositifs de commande d'énergie pneumatique. Il est constitué généralement d'une partie fixe et d'une partie mobile. 3.1 Partie fixe. Doté d'orifices connectés à la source d'énergie, l'échappement, l'actionneur. Pour notre cas, l'actionneur, c'est un vérin. 3.2 Tiroir mobile. Coulissant dans la partie fixe et doté de conduites permettant le passage de l'air entre les différents orifices. Les positions que peut occuper le tiroir sont symbolisées par des cases. Les flèches représentent le sens de passage de l'air pour chaque position du tiroir. Et le symbole T représente un orifice obturé. Le tiroir est placé selon l'ordre de la partie commande. Exemple numéro 1. On a un distributeur. Il est constitué de deux parties. Partie fixe, c'est le corps. Et la partie mobile, c'est le tiroir. Et on a trois orifices de branchement. C'est l'orifice numéro 1, numéro 2 et 3. Et on a deux orifices de commande du distributeur. C'est pour commander la position du tiroir. On a l'orifice A et l'orifice R. Ce sont des orifices de commande. Exemple numéro 2. La pression alimente l'orifice numéro 1. L'orifice numéro 2 est à l'air libre. L'orifice numéro 3 est relié à un vérin simple effet. Si l'on applique une pression à la commande P, le tiroir se déplace vers la gauche et l'air sous pression sera envoyé dans la chambre du vérin. La tige sort. Si l'on applique une pression à la commande A, le tiroir se déplace vers la droite, la tige du vérin rentre. Exemple numéro 3. On a un distributeur 4 orifices et 2 positions. Le changement de position nous permet de commander la sortie et l'entrée de la tige du vérin. 3.3 Dispositif de commande. La commande d'un distributeur peut être manuelle, pneumatique ou électromagnétique. C'est le symbole des différentes commandes. La commande manuelle, commande par bouton poussoir, commande par levier, commande par pédale, commande par galet, commande pneumatique, commande électrique directe, commande électropneumatique, commande par poussoir et rappel par ressort. « 3.4 Caractéristiques d'un distributeur. Un distributeur est caractérisé par le débit d'air qui le traverse, exprimé en litres par minute. Le débit est en fonction des caractéristiques de l'actionneur. L'actionneur, dans ce cas, c'est le vérin. Et le distributeur, il est caractérisé du point de vue technologique par le nombre d'orifices qu'il comporte et le nombre de positions que peut occuper son tiroir. On a le symbole d'un distributeur. C'est un distributeur qui contient 4 orifices et 2 positions. Une commande à gauche, c'est une commande pneumatique. Et à droite, on a rappel par ressort. Donc, on dit que c'est un distributeur 4-2 monostable à commande pneumatique. Donc, tous les distributeurs possèdent un rappel par ressort. On dit qu'il est monostable.
Exemple. Dans cet exemple, le distributeur ne dispose que d'une seule commande, c'est bouton poussoir. Le tiroir change de position lorsque l'utilisateur actionne cette commande. Dès que la commande est relâchée, le ressort placé dans le corps du distributeur repousse le tiroir dans sa position de repos. Position numéro 1, c'est la position repos. La commande est relâchée. L'orifice numéro 2 est relié à l'orifice d'échappement 3. À l'absence de la pression, la charge descend et la tige du vérin rentre. Position numéro 2, c'est la position de l'activation. Donc, l'utilisateur actionne la commande, c'est le bouton poussoir. L'orifice numéro 2 est relié à l'orifice de pression numéro 1. La tige du vérin sort, c'est-à-dire elle va monter. Donc la charge aussi, elle monte. Pour le schéma normalisé des distributeurs qu'on a utilisé, on a deux positions. Position repos et position activation. Pour la première position, on a l'orifice numéro 2. Il est relié à l'orifice numéro 3. C'est un orifice d'échappement. Et l'orifice numéro 1, elle est fermée. Pour la deuxième position, on a l'orifice numéro 2. Il est relié à l'orifice de pression numéro 1. Et l'orifice numéro 3, elle est fermée. Pour la commande, on a à gauche une commande par bouton poussoir, c'est une commande manuelle. Et à droite, on a un rappel par ressort. C'est un autre exemple. Le distributeur qu'on a ici, c'est un distributeur 3 orifices, 2 positions. On écrit 3 sur 2. Bistable, à commande électromagnétique et pneumatique. On a 2 commandes de chaque côté. Donc, si le distributeur possède une commande de chaque côté, il est dit bistable. C'est un autre distributeur qui possède 2 orifices, 2 positions, monostable à commande électropneumatique. Grand 4. Préactionneur électrique à commutation TOR, c'est-à-dire tout ou rien. 4.1. Les relais. Fonction et principe. Ce sont des appareils composés d'une bobine qui, lorsqu'elle est parcourue par un courant électrique, elle agit sur un ou plusieurs contacts. Sur cet exemple, le relais dispose d'un seul contact à l'établissement du circuit. Tant que la bobine n'est pas alimentée, le contact est ouvert. Lorsque la bobine est alimentée, elle se comporte comme un électroaimant et attire le levier. Le contact mobile est poussé par le levier vers le contact fixe, donc le circuit secondaire est alors fermé. Un autre exemple, lorsque la bobine n'est pas alimentée, le contact mobile est en position repos. Donc lorsqu'on alimente la bobine, donc la bobine elle est excitée, le contact mobile change de position, position travail. Exemple numéro 3. On a un circuit de commande et un circuit de puissance. À la position repos, la lampe n'est pas allumée. Le contact fixe et le contact mobile ne sont pas en contact. On a un levier articulé en haut. Et on a une bobine, un ressort de rappel pour attirer le levier. Et on a un contact
normalement ouvert. Lorsque le contact est fermé, la bobine est alimentée. Elle attire le levier. En attirant le levier tourne autour de O, et il pousse le contact mobile, et on a le contact est établi entre le contact mobile et le contact fixe, ce qui fait que la lampe est allumée. C'est la position travail. Exemple numéro 4. On a des contacts. T, c'est position travail. R, c'est position repos. On a une bobine et un contact. Donc, le contact nous permet d'alimenter la bobine lorsqu'elle est fermée et d'arrêter l'alimentation lorsqu'elle est ouverte. Pour la partie mobile, elle est attirée par la bobine lorsqu'elle est alimentée. La partie mobile entraîne le contact mobile. Ceci passe alors de la position repos à la position travail. Schéma normalisé. Les contacts prennent le même nom que la bobine et représentés sur le symbole dans leur position de repos. Donc c'est le schéma. On a position repos, position travail. Donc le contact il est à la position repos. On a une liaison mécanique isolée électriquement. C'est le commun, les reliés au contact. Et c'est le circuit d'excitation. Donc c'est la bobine. Maintenant, on passe au type de contact. Pour les types de contact, le premier contact, c'est un contact à fermeture. Il est normalement ouvert, NO. C'est un contact de travail. Et le contact à ouverture, normalement fermé, NF. Contact au repos. On a un contact tripolaire, un contact inverseur. Pour mieux comprendre, on a un contact normalement ouvert et contact normalement fermé. Relais temporisé. Un relais temporisé permet d'ouvrir ou fermer un ou plusieurs contacts avec un retard réglable par l'utilisateur. On a temporisateur en mode travail. La fermeture des contacts 67 et 68 est retardée. Son ouverture est instantanée. L'ouverture des contacts 55-56 est retardée. Sa fermeture est instantanée. Et pour le temporisateur repos, la fermeture des contacts 57-58 est instantanée. Son ouverture est retardée. Et pour l'autre contact, l'ouverture des contacts 65 et 66 est instantanée. Sa fermeture est retardée. Maintenant, on passe au chronogramme des relais. C'est le relais simple. On a un bouton poussoir, il est relié à la bobine KA. Et on a une lampe H1, elle est reliée au contact normalement ouvert. Et la lampe H2, elle est reliée au contact normalement fermé. Donc, à l'état initial qu'on a ici, la lampe H1, elle est éteinte, donc elle est à l'état 0, et la lampe H2, elle est allumée, donc elle est à l'état 1. Lorsqu'on appuie sur le bouton poussoir S,
Donc, on change d'état de l'état 0 à l'état 1. Donc, la bobine, elle est alimentée, donc elle change d'état de 0 à 1. Et on aura un inversement. Donc, la lampe H1 va être allumée et le contact de la lampe H2 va s'ouvrir, donc elle va s'éteindre. Donc, si la bobine n'est pas alimentée, on revient à l'état initial. Donc, le contact relié à la lampe H1, il est ouvert. Donc, la lampe H1 va s'éteindre et la lampe H2 va être allumée, va s'allumer parce qu'il est relié à un contact normalement fermé. Temporisateur travail. Au repos, on a S1 à l'état 0, KA1 à l'état 0, H1 il est relié à un contact normalement ouvert, donc elle est éteinte, c'est-à-dire à l'état 0, et H2 est à l'état 1 parce qu'elle est reliée à un contact normalement fermé. En appuyant sur le bouton poussoir S1, donc c'est-à-dire elle change d'état de 0 à 1, la bobine K1 va être allumée. Donc, la lampe H1 et H2 vont changer d'état après un retard de 2 secondes. C'est le temps de travail. Donc, après 2 secondes, la lampe H1 va s'allumer et la lampe H2 va s'éteindre. Donc, lorsque S1 est à l'état 0, on n'a pas ici un retard. Donc, la lampe H1 va s'éteindre et la lampe H2 va s'allumer. Temporisateur repos. À l'état initial, S2 à l'état 0, KA2 est à l'état 0, H1 n'est pas allumé, donc c'est à l'état 0, et la lampe H2, elle est allumée. Lorsqu'on appuie sur S2, KA2, elle est alimentée, donc il va changer d'état de 0 à 1. La lampe H1 va s'alimenter et la lampe H2 va s'éteindre. Mais lorsqu'on relâche S2, donc KA2 n'est pas alimenté et on a un retard au repos. Si le temps de repos, c'est T est égal à 2 secondes. Donc, la lampe H1, elle va rester allumée. Après 2 secondes, elle va s'éteindre. Et la lampe H2, elle est éteinte. Donc, elle va rester 2 secondes. Et après, elle va s'allumer. 4.2. Les contacteurs. Le contacteur assure la même fonction que le relais, mais il possède un pouvoir de coupure encore plus important grâce à des dispositifs d'extinction de l'arc électrique. C'est un contacteur. Principe. On a un contacteur en position repos. On a un bouton poussoir, une bobine, c'est la bobine. On a un ressort de rappel, une armature mobile, des contacts de puissance,
Donc le contacteur il est relié à un moteur. La bobine n'est pas alimentée. Les contacts de puissance ou le contact de puissance est ouvert. La bobine n'est pas alimentée. Le contact de puissance est ouvert. On passe au mode travail. La bobine étant alimentée par le circuit de commande, le noyau se transforme en aimant. Le champ magnétique créé provoque le déplacement de l'armature mobile qui comprime le ressort de rappel et ferme le contact de puissance. Le moteur est alors alimenté. Exemple. On a un contacteur qui possède 3 contacts de puissance. C'est pour alimenter un moteur triphasé. Et on a un contact auxiliaire 21-22, le plus souvent normalement fermé. Il peut être utilisé dans le circuit de commande. Lorsqu'on appuie sur le bouton poussoir, la bobine est alimentée, donc les contacts sont établis et le moteur tourne. Et le contact auxiliaire qui est normalement fermé, elle s'ouvre. Symbole normalisé. Pour le contacteur KM1, c'est le symbole de la bobine. Et on a 3 pôles de puissance. Et on a un pôle auxiliaire ou contact auxiliaire. 13-14, il est normalement ouvert. Et on a des contacts auxiliaires par bloc additif. 53 et 54, il est normalement ouvert. Et 55-56, il est normalement fermé. Et on a le symbole de contacteur tripolaire KM1. Seuls les contacts principaux sont représentés. Et on a le symbole de contact auxiliaire à fermeture, c'est-à-dire normalement ouvert, associé au contacteur KM2. Et on a le symbole de contact auxiliaire à ouverture, c'est-à-dire normalement fermé. Pour normalement fermé, elle est notée NC ou NF, associé au contacteur K1. Et on a contact auxiliaire inverseur associé au contacteur K7. C'est le symbole du contacteur tripolaire équipé de contacts auxiliaires. Un, il est normalement ouvert et l'autre normalement fermé. Et le schéma unifilaire. C'est le symbole d'un contact à fermeture, normalement ouvert, temporisé au travail associé au contacteur KM1. C'est la bobine équipée d'un bloc temporisé au travail repéré KM1. Symbole d'un contact à ouverture NC ou NF, temporisé au repos, associé au contacteur KM2. C'est le symbole de la bobine équipée d'un bloc temporisé au repos, repéré KM2. C'est le symbole de contact à ouverture, c'est-à-dire normalement fermé, temporisé au travail, plus le contact auxiliaire, normalement ouvert. Et on a un contact à ouverture temporisé au repos, plus un contact auxiliaire, normalement ouvert. C'est le symbole d'un relais thermique tripolaire avec
deux pôles auxiliaires et un déjecteur magnétothermique tripolaire, sous le symbole aussi d'un sectionneur tétrapolaire, et le symbole d'un sectionneur tétrapolaire équipé de 3 fusibles. Exemple de câblage d'un moteur électrique triphasé. On a deux circuits, circuit de puissance et circuit de commande. Pour le circuit de puissance, on a 3 phases, L1, L2, L3 et le neutre, N. On a un sectionneur porte fusible Q1, un commutateur KM1, un relais thermique F1 et un moteur électrique M. Le circuit de commande propose d'utiliser les contacts auxiliaires des différents constituants employés. En cliquant sur les différentes commandes manuelles, il est possible de simuler le fonctionnement de ce démarrage direct. Premièrement, mise en énergie en actionnant le sectionneur Q1, le contact auxiliaire de Q1 placé dans le circuit de commande se ferme. Deuxièmement, mise en route par action sur S2. Si toutes les conditions sont remplies, le contact auxiliaire 13-14 de KM1 se ferme et permet ainsi une auto-alimentation de sa bobine lorsque le poussoir S2 est relâché. Troisièmement, merci de votre attention. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir des nouvelles vidéos.